Merci à chacune et chacun d'entre vous, chers collègues élus, chers amis, chefs d'entreprise aussi, d'être venus autour d'Hervé Morin, notre président, pour cette séquence, effectivement, qui nous rassemble sur des sujets importants. Et vous aurez tous vu qu'avec la Normandie conquérante, on n'a pas de langue de bois. Et autour de l'économie non plus, parce que nous avons à cœur d'avoir des résultats, mesurant la fragilité de l'acceptation de l'action publique aujourd'hui, de sa mesure, de la manière dont nous pouvons apporter des résultats concrets dans les territoires pour nos concitoyens. Et vous l'aurez aussi compris depuis longtemps, nous avons défini autour d'Hervé Morin une méthode concernant le développement économique. Nous co-construisons notre action régionale en matière de développement économique avec et pour les chefs d'entreprise. Et j'aimerais vous dire merci et j'aimerais que vous les applaudissiez parce que ce sont eux les créateurs d'emplois dans nos territoires pour leur confiance assidue, régulière à nos côtés. Je vous le disais, démontrer des résultats, alerter quand il le faut, parce que c'est parce que notre économie est ancrée dans les territoires et bien que nous sommes capables d'avoir non seulement des remontées très vite du niveau d'activité économique et des problèmes que nous pouvons rencontrer. Ça a été le cas pendant le Covid, où nous avons été, les régions, et en particulier la région Normandie, avec Hervé, aux manettes pour pouvoir déclencher avec l'État des dispositifs de soutien. Mais c'est nous qui avons donné le tempo, ce sont les régions qui ont donné le tempo. Et aujourd'hui, c'est aussi nous, avec vous, qui donnons le tempo sur des enjeux majeurs dont on va parler tout de suite. Et la Normandie incarne ces transitions qui sont multiples aujourd'hui et autant de questionnements sur la façon dont, ensemble, avec les chefs d'entreprise, nous pouvons relever le défi. Relever le défi du coût énergétique. Et je veux remercier Alban Verbeek qui est avec nous aujourd'hui, alors peut-être plus au soleil parce qu'il aura vite compris qu'au niveau des températures... Ah non, tu es... qui porte le projet... qui porte le projet avec nous d'implantation de Penly et qui est le président de Normandie Énergie. La réduction et la décarbonation de l'industrie, le développement durable dans l'industrie, y compris dans la manière dont nous gérons les ressources humaines aujourd'hui, entre des générations différentes qui arrivent dans nos entreprises. Et nous le verrons au travers chacun de vos propos. Ça aussi, c'est un défi du maintien et du rebond industriel en France, puisque, évidemment, pour faire tourner des entreprises, quelle que soit leur taille, il faut des compétences, il faut des ressources humaines. Et aujourd'hui, vous avez tous bien compris, puisque vous êtes dans le cœur de la vie tous les jours, qu'on a un gros problème sur le recrutement. Chers amis, il n'y a pas une filière qui ne souffre de difficultés de recrutement. Et puis, pour développer de l'activité économique, ah ben voilà, j'ai une guêpe amoureuse. Tout va bien. Alors, je suis allergique, Guy. Où est Guy Lefranc? Parce qu'on a quand même notre médecin général. Voilà. Si jamais, Frédéric, je me fais piquer, vous me transportez tout de suite à l'hôpital le plus proche, qu'aura évidemment défendu dans toute sa carrière avec beaucoup de ténèbres. Voilà. Hervé Morin. Travail d'équipe, Hervé, ça me rappelle des bons souvenirs. Donc, des ressources humaines, des matériaux innovants, évidemment des ingénieurs, évidemment des personnes pour nous accompagner sur chacun des projets. Et j'aimerais qu'on nous entende un peu à Paris. Parce que tout à l'heure, vous avez vu tout le bon sens de mes collègues et la façon dont on relie nos politiques régionales à l'action nationale. Ben, l'industrie et la réindustrialisation, elles se passent dans nos territoires. Elles se passent en Normandie et c'est pour ça que vous avez raison d'être à nos côtés. Je vous rappelle, première région industrielle de France en PIB, dans les rangs des 5e premières en matière d'emploi industriel. Mais elle se passe chez nous parce qu'on a eu des élus visionnaires qu'Hervé aussi a su rassembler sur des pôles importants d'attractivité alliant les territoires et les savoir-faire. Mais aujourd'hui, nous allons avoir besoin de vous pour rappeler à l'État français que pour se développer, il nous faut de l'espace. Et là, on a tous un enjeu à relever. Ça sera la lutte pour le foncier intelligent. Alors avec Futero, Frédéric, vous l'avez trouvé parce que vous avez des élus qui, sur le territoire, ont été visionnaires, de la même manière qu'à Caen ou dans le Cotentin ou encore
dans l'Orne. Chaque territoire a une carte à jouer, mais nous l'avons anticipé. Alors voilà, autant de défis qui font que nous nous retrouvions aujourd'hui à débattre. Et vous le verrez, vous avez chacun des points communs. Vous avez chacun des points communs et j'aimerais qu'on commence par vous, Yann. Vous êtes directeur commercial du groupe FIV Nordon. Vous nous donnerez votre vision sur la façon dont vous avez vécu l'évolution industrielle de la Normandie ces dernières années, le développement d'une ingénierie financière aussi qui vous a permis d'assurer le rebond de vos entreprises en vous projetant à la fois sur la sauvegarde, mais des nouvelles innovations. Donnez-nous votre point de vue sur les deux secteurs d'activité, celui que vous avez sauvegardé et que vous allez continuer à développer, et comment vous le vivez en Normandie et vos perspectives d'avenir, et présenter l'activité que vous portez dans FIV Nordon, puisque c'est comme Saint-James, c'est pas Saint-James, c'est pas Five Nordons, c'est FIV Nordon. Oui, tout à fait. Merci pour votre accueil. FIV Nordon, effectivement, c'est un groupe qui a 120 ans d'histoire. C'est Gustave Nordon qui l'a fondé, et c'est un groupe français. Tout comme son actionnaire, le groupe FIV, est un groupe aussi français, un groupe qui a aussi 200 ans d'histoire et qui s'occupe d'améliorer la performance industrielle de nos clients dans différents secteurs d'activité. Et on y viendra peut-être après dans le verre, par exemple, aussi, avec un focus sur l'amélioration et la décarbonation des outils de production. FIV Nordon, c'est une entreprise qui fait de la tuyauterie et de la chaudronnerie, donc une entreprise de la métallurgie qui est productive. On a 900 employés qui travaillent un peu partout en France, mais une bonne partie en Normandie, pour faire des tuyaux, des échangeurs de chaleur, des cuves, des réservoirs, des liners de piscine. Et donc ça, depuis 120 ans, je le disais, avec l'expérience que ça a pu amener et l'expertise qu'on a développée au fil des années, nous permet de nous positionner sur des sujets qui sont techniques, qui sont à des hauts niveaux d'exigence qualité, et donc notamment les secteurs du nucléaire et de la défense. Et pour répondre effectivement à la question sur la sauvegarde de l'emploi et l'accompagnement qu'on a pu avoir, on a une activité qui n'est pas constante depuis 120 ans, bien sûr. Et puis on a gardé beaucoup d'ateliers de production dans nos capacités industrielles, ce qui n'est pas simple, elles sont plutôt sous-chargées. Pour autant, on a des belles perspectives devant nous. Un des sujets qui a fait l'actualité effectivement il y a 2 ans, c'est le positionnement de FIV Nordon sur le rachat d'une entreprise du Cotentin, une entreprise qui s'appelle ACPP, qui fait donc maintenant partie du groupe FIV Nordon. Avec laquelle FIV Nordon avait déjà des liens. Le président Jean-Jacques Depuit avait travaillé avec cette entreprise dans le passé, et puis sur un appel du président Morin également, a senti l'importance du sujet, et avec une aide exceptionnelle à l'économie de la région, a pu sauvegarder donc 120 emplois sur la Hague. Donc on est en train d'améliorer cet outil de production. Et puis dans le cadre on l'évoquait rapidement tout à l'heure avec les projets d'Alban sur PR2, des perspectives qui sont très fortes de développement dans nos métiers. On a des projets d'investissement forts pour améliorer encore l'outil de production et l'agrandir. Oui. Et du coup, on aura l'échange tout à l'heure avec Valérie Tellier et Frédéric. Vous avez décidé de relever le défi de la transmission des savoirs sur un secteur stratégique pour nous, le nucléaire, que nous défendons tous dans notre majorité. Vous avez, choisi l'alternance pour motiver, vous assurer d'une transmission pas simple dans les métiers de l'industrie. Oui, c'est des métiers qui, quand on a des tuyauteurs, des soudeurs, mais y compris aussi les fonctions de bureau, les ingénieurs qui peuvent concevoir nos installations et après défendre tous les aspects qualité et niveau d'attente des exigences. C'est des fonctions qui prennent du temps à être formées. Et donc on a besoin de pérennité et de visibilité sur ces sujets. On a en interne une académie de formation, on est un organisme de formation aussi bien pour nos employés que pour des entreprises extérieures. Et donc on appelle ça l'Académie FIV Nordon.
Et on a donc développé différents niveaux de formation pour accompagner les compétences de nos salariés. Et on a été aussi lauréat d'un appel à candidature de France Relance, là, avec l'UIMM. On a ce qu'on appelle le pass nucléaire pour justement focaliser sur les spécificités de ces métiers-là et préparer les compétences, parce qu'aujourd'hui, le panel n'est pas suffisant, on a du mal à recruter, donc on s'attelle à former. C'est ça, c'est-à-dire qu'on doit trouver le module aujourd'hui en matière de ressources humaines qui s'adresse à la fois aux générations actuellement en poste et à la génération Z, qu'on apprend tous à décoder pour pouvoir mieux la manager et l'attirer sur des métiers aujourd'hui industriels. Et on est tous confrontés à ça. Ça vient nous challenger partout, y compris dans nos collectivités territoriales, où aujourd'hui on voit bien qu'on est plus en mode projet. Et j'imagine que comme Valérie et Frédéric, on en reparlera tout à l'heure, vous avez ce défi à relever. Et peut-être que vous avez aussi dans vos perspectives de développement en Normandie, en vous remerciant d'avoir choisi la meilleure région où il fait bon s'installer quand on est un industriel, des solutions à apporter à Valérie Tellier. Valérie, tu diriges non seulement ton entreprise Valvy, mais tu es présidente d'une filière stratégique en Normandie, qui est la Glace Vallée, qui recoupe plus de 80 entreprises, sur des leaders mondiaux de la fabrication de flaconnage, sur un territoire difficile, où on voit bien l'impact de ce que nous portons en termes d'aménagement du territoire, de développement et d'attractivité des territoires, de logement, de mobilité, et le lien entre la capacité des industriels à continuer à s'installer. Tout est lié, hein, c'est ce qu'on porte dans notre majorité, avec la problématique de la décarbonation de l'industrie, et le fait de passer aujourd'hui à des fours énergivores, à des fours électriques. Et peut-être que vous avez des solutions à apporter. Allez-y. Oui, tout à fait. On a au sein du groupe FIV une entreprise qui s'appelle FIV-Stein, qui fournit donc des fours électriques depuis 30 ans. C'est les leaders dans ce domaine. Et donc qui, forcément, à la place d'un four à gaz, permet de générer des énormes améliorations en termes de quantité de CO2. Et donc, on a notamment un contrat avec Pochet, qui fait partie de la Glace Vallée. Tout à fait, et qui est en cours d'installation, qui sera mis en service l'année prochaine. Valérie, la Normandie, vue d'une filière stratégique industrielle et d'une filière industrielle ancestrale. Tout à fait. Parce qu'on est à la fois sur l'innovation et sur la manière dont on peut continuer à se développer. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la Glace Vallée, c'est très loin sur le territoire normand, puisqu'on est limitrophe avec les Hauts-de-France. La Glace Vallée, donc sur les deux régions, Hauts-de-France et Normandie. Et nous fabriquons 80% des flacons de parfumerie haut de gamme. Mais pas que. Vous avez parlé tout à l'heure de pharmacie. Il y a 2 entreprises, dont une qui grandit énormément, qui fabrique les flacons pour la pharmacie. Donc SGD Pharma et Nipro, qui s'agrandit d'ailleurs avec des gros investissements. C'est une entreprise qui vient de fêter ses 400 ans, donc c'est pas rien, ça veut dire qu'ils sont implantés sur le territoire depuis très très longtemps, mais qui a su, continuer malgré toutes les crises qui sont passées, parce qu'évidemment on a les crises Covid, on a du rebond, mais on a eu plein de choses auparavant, et ces entreprises sont toujours là. La Glace Vallée, c'est aussi 12 000 emplois, donc c'est pas rien, et des emplois qui sont toujours linéaires depuis 20 ans, on n'en perd pas, on en gagne sur des nouveaux postes, sur des nouveaux métiers, mais on n'en perd pas en tout cas aujourd'hui. Alors la difficulté pour nous aujourd'hui, elle est dans le fait de recruter. On ne sait plus comment faire pour recruter. Et je suis désolée Alban, mais alors moi le projet EPR2, je le vois plutôt comme un aspirateur à talent plutôt qu'une aide. Je le dis comme je le pense. Oui, parce qu'évidemment, ils ont besoin d'emplois, mais nous aussi. Et donc au final, les avantages qu'ils vont proposer par rapport à nos entreprises, grandes entreprises ou PME, je ne sais pas comment on va faire. La Glace Vallée, ça va d'une entreprise de 5 personnes à des groupes de 1600 salariés. Donc je vous laisse imaginer le panel. On va du maquettiste, on a des moulistes qui vont faire en sorte qu'on va fabriquer demain des flacons. On a les verriers, bien sûr, et puis mon entreprise, moi, qui met en couleur les flacons et qui les sérigraphie, les décors.
L'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est la décarbonation. C'est pas parce que c'est à la mode, parce que c'était commencé il y a déjà en 2014, je crois, dans ce que j'ai relu hier soir. Ça a commencé en 2014, donc c'est pas parce que c'est à la mode. L'économie d'eau, c'est pas non plus parce que c'est à la mode. Pourtant, on en prend en Normandie de la flotte quand même. Hein. Mais en tout cas, c'était déjà dans les tuyaux auparavant, et ça fait partie des projets, en tout cas des grands verriers, et même des PME, de se dire il faut économiser de l'énergie, non pas parce qu'elle est devenue chère, n'est-ce pas Alban, puisque pour vous donner une idée, chez moi, c'est passé de 440 000 € à 2,2 millions sur une année de consommation électrique. Donc je vous laisse imaginer ce que cela représente pour une PME, mais ça veut dire aussi pour des verriers qui étaient au gaz, avec des augmentations tarifaires importantes, de passer à l'électrique. Donc c'est bien, Yann, j'ai appris qu'il construisait le four électrique de Pochet. Mais le four électrique de Pochet, c'est un projet de 34,5 millions de CAPEX. Je vous laisse imaginer, c'est pas avec cet investissement qu'ils vont avoir plus de possibilités d'investir, de produire, mais au moins de répondre à une économie, enfin à baisser de 50% leur CO2. Donc c'est énorme hein, quand même. Hein. Qu'est-ce que j'ai oublié, Sophie? Non, alors ce qui est intéressant, c'est que vous aurez vu que, alors quand même, je voudrais dire à Alban Verbeek qu'il n'est pas responsable des orientations non stratégiques du président de la République et du gouvernement sur l'énergie en France, donc tu es tout excusé. Que justement tu as permis qu'on puisse défendre ce projet avec Hervé, le défendre pour la Normandie. Par contre, c'est vrai qu'il va falloir travailler sur une attractivité partagée sur le territoire. Mais avec mes collègues conseillers régionaux du territoire, on a des projets à vous proposer. Je vais faire le lien tout à l'heure, Valérie. Je voudrais, Frédéric, que vous nous expliquiez, que vous nous donniez votre vision et que vous nous disiez pourquoi, au travers d'abord la motivation de notre président, parce qu'on ne sait pas lui résister à Hervé Morin quand il dit que c'est en Normandie qu'il faut s'installer, mais pourquoi vous avez décidé de le faire et d'avoir avec nous une vision partagée, et vous nous parlerez de ce qui se passe aussi en Europe, puisqu'on a la chance aujourd'hui d'avoir 3 députés européens de différentes sensibilités. Pourquoi la Normandie, pour vous, en Europe, est aussi stratégique, et ce choix d'implantation sur de l'innovation forte en matière de matériaux biosourcés, et de relever un niveau défi qu'il ne faut pas laisser qu'à un seul continent, qui est la Chine, alors sur lequel vous avez une implantation et une expertise. Mais dites-nous toute votre motivation pour avoir choisi la Normandie. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que vous faites comme nouveaux super matériaux biosourcés? Alors, je vais peut-être expliquer d'abord ce qu'on fait. Et avec un pas de recul, comme vous pouvez le constater, enfin aujourd'hui ce n'est pas un très bon exemple, mais le problème majeur auquel l'humanité va être confrontée dans les siècles à venir, c'est le problème du réchauffement climatique, qu'on avait fortement sous-estimé et qui est en train de s'accélérer. Et la cause principale, elle est connue, c'est le fait que pendant plus de 100 ans, nous avons utilisé le pétrole et le gaz abondamment. C'était une source de carbone très bon marché qui a permis de développer l'humanité et de nous amener où on est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on doit malheureusement en payer les pots cassés. Alors, le défi aujourd'hui, c'est de se débarrasser au plus vite du pétrole et du gaz. C'est un travail titanesque. D'une part, pour la partie énergie qui est assez bien connue et assez bien expliquée. On a parlé du nucléaire tout à l'heure, qui est un excellent choix pour la France, l'éolien, le solaire. Mais il y a une partie dont on parle peu, c'est la chimie, parce que la chimie, depuis 100 ans, tout est fait avec du pétrole et du gaz. Toutes les molécules basse carbone, on fait ça avec du charbon aussi, du gaz et du pétrole, parce que ça coûte pas cher, c'est tout. Et dans la chimie, une grosse partie de la chimie, ce sont les plastiques. Les plastiques, ou les pétroplastiques, si vous voulez, vous en avez beaucoup en Normandie avec les installations de Total Energy et de ExxonMobil. C'est des centaines de millions de tonnes de plastique produit chaque année. Et ce plastique, il faut absolument arrêter de le faire à partir de pétrole ou de gaz, mais de partir d'une autre source de carbone, et c'est la biomasse, donc d'avoir une source biologique de carbone. Il n'y a pas le choix. Si vous voulez faire de la chimie,
vous avez besoin de carbone. Si ce n'est pas le pétrole et le gaz, c'est la biomasse. Il n'y a pas d'alternative. Il y a une troisième alternative qui est le CO2, mais ça va encore prendre quelques décennies avant qu'on puisse l'utiliser de manière industrielle et de manière économique, puisqu'il faudra également de l'hydrogène combiné avec ce CO2 pour que ça fonctionne. Donc aujourd'hui, la seule alternative pour l'humanité, c'est la biomasse. Et notre entreprise est une entreprise qui a développé une technologie pour partir de biomasse, de différents types de biomasse, pour fermenter cette biomasse. Et on en fait, après fermentation, de l'acide lactique. Alors l'acide lactique, c'est ce que vous avez dans vos muscles quand vous avez une crampe. C'est exactement la même molécule qu'on fabrique, mais en centaines de milliers de tonnes. Et ensuite, cet acide lactique, on va le polymériser, c'est-à-dire qu'on va l'accrocher bout à bout pour en faire du PLA, du polylactic acid, qui est un polymère, donc qui ressemble à du PET ou du polypropre ou du polyéthylène. Donc ça ressemble à tout plastique, mais il est donc 100% fait à partir de biomasse. Alors, il a une autre grande caractéristique, c'est qu'il est très facile à recycler, beaucoup plus facile que tous les plastiques pétro qu'on a aujourd'hui autour de nous. Alors, il y a une problématique plastique sur laquelle je reviendrai après, mais pour répondre à votre autre question, pourquoi sommes-nous en Normandie? Alors, nous sommes une société belge. Nous avons construit notre première usine de PLA en Chine pour une simple raison, c'est que le gouvernement de Pékin a décidé de se débarrasser au plus vite des plastiques pétro et donc nous a donné des garanties de marché, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert des marchés où seuls les plastiques biosourcés peuvent être utilisés, dans tout ce qui est le transport express. Et dans tout ce qui est la vaisselle, par exemple, pour tout ce qui est les communautés, les avions, etc. Donc ça a créé un marché et de bonnes conditions pour s'implanter. La deuxième usine, nous avons décidé de la faire en Europe, parce qu'il n'y a aucune usine aujourd'hui de biopolymères encore en Europe, et de s'adapter également à la réglementation européenne, c'est-à-dire de faire en sorte que ces polymères puissent aussi être recyclés, puisque Bruxelles demande que tous les polymères soient recyclés le plus rapidement possible. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire notre deuxième usine en Europe. Et en Europe, on a cherché un terrain, on en a parlé. Il nous faut une surface assez importante, c'est un terrain de plus de 20 hectares. Parce que ce sont des investissements hyper importants. Oui, donc c'est un investissement effectivement d'un peu plus de 500 millions d'euros. Puisqu'on doit construire en fait 3 usines. Il y a une première usine qui doit traiter la biomasse, la deuxième qui va produire l'acide lactique, et la troisième qui va faire le PLA, donc le polymère. Et il y en a une quatrième qui est une petite unité de recyclage qui doit ensuite permettre, une fois qu'on récupère le PLA, d'en refaire de l'acide lactique et de pouvoir tourner comme ça à l'infini. Donc il nous fallait un grand terrain, il nous fallait une voie d'eau, parce qu'il fallait également que le transport puisse se faire de manière fluviale, et il nous fallait également une énergie décarbonée. Et on a cherché en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie, en France. Et nous avons oui, également aux États-Unis. Le projet américain n'est pas abandonné, hein, mais je pense que il y aura des usines de biopolymères dans le monde entier. Hein. Je veux dire, voilà, les Américains, il y a déjà 3 usines, il n'y en a pas en Europe. C'est une des raisons principales pour lesquelles on a décidé de commencer par l'Europe. Et donc, en cherchant notre terrain et toutes les conditions que j'ai citées, eh bien, on a trouvé ce qu'on cherchait à Lillebonne, le long de la Seine. À Cossenaglo. Ça fait partie des atouts que nous avons en Normandie, puisque vous l'aurez compris, la région Normandie pèse en Europe en matière d'industrie, avec des industries qui exportent de plus en plus, parce que nous avons fait du développement à l'international un objectif majeur, mais aussi d'attirer des entreprises comme la vôtre sur notre territoire. Avec beaucoup d'agilité, de l'agilité de chacune de nos équipes pour répondre à vos besoins, quelle que soit la taille de l'entreprise ou votre secteur d'activité. Dans votre recherche, forcément, la Normandie, avec son activité portuaire, les atouts que vous représentez à terme, les modalités aussi de déplacement et de fourniture en eau de nos fleuves, de notre fleuve,
on parlait ensemble, quand on a préparé cette discussion, de l'approche que peuvent avoir nos concitoyens sur l'industrie aujourd'hui et de ce que représente l'implantation d'une activité industrielle. Alors, il y a ce qu'incarne Valérie dans le département de la Seine-Maritime, ce que vous incarnez, vous, avec 2 sites aussi, c'est-à-dire comment on sauvegarde de l'emploi, comment on arrive à se maintenir et à se développer dans certains territoires. Et puis, quand on arrive, il y a l'acceptation de l'arrivée d'un tissu industriel que nous revendiquons, nous, puisque nous sommes porteurs de cette industrie innovante et à la fois porteuse de solutions pour l'avenir. Vous l'avez dit, sur la chimie, sur le développement durable. Vous avez participé à des débats. Comment vous avez ressenti votre arrivée, l'acceptation, le risque industriel? Mais écoutez, on a été très bien accueillis. Alors on est arrivé un peu par la petite porte parce que on cherchait notre terrain et donc on est arrivé assez rapidement à Lillebonne où on a trouvé le terrain. Et ce qu'on a fort apprécié, c'est effectivement le contexte industriel. On est dans une région qui connaît bien les plastiques puisqu'il y a à peu près 4 à 5 millions de tonnes de polymères qui sont fabriqués dans la région. Donc, et pour nous, c'est un peu c'est la nouvelle industrie du plastique qui arrive. Donc on voit bien que les industries de plastique traditionnelles, comme je vous le disais, sont condamnées à disparaître. Et d'ailleurs, la pétrochimie migre massivement aujourd'hui vers le Moyen-Orient, la Chine et Houston. Donc l'Europe est en train de perdre sa pétrochimie et je ne pense pas qu'on pourra la retenir parce qu'au niveau énergétique, on n'est pas compétitif par rapport à ces 3 pôles. Donc je crois que l'Europe doit jouer la carte de la biochimie qui est la chimie de demain. Donc c'est ça qu'on doit faire. Alors ce qu'on a bien aimé dans la région, c'est qu'effectivement, il y avait... Son président, évidemment, son président. Et non, mais il y avait surtout une culture industrielle. Il y a des chaudronniers, il y a des ingénieurs, il y a des écoles, il y a tout ça. Donc tout ça, c'était très important. Il y a le port du Havre qui est à côté pour les exportations. Donc pour nous, ça fait partie d'un tout, d'un écosystème qui nous convient bien. Et alors il y a un point très important que je n'ai pas cité et qui est une des raisons aussi pour lesquelles on a choisi la Normandie, c'est d'une part l'eau de la rivière dont on a besoin. Quand vous faites de la fermentation, vous avez besoin de beaucoup d'eau que vous traitez, mais vous en avez besoin de quantités importantes. Et surtout la matière première, parce qu'il nous fallait la biomasse. Et on a choisi en fait pour l'Europe de choisir le blé comme matière première pour une simple raison, c'est que quand vous avez du blé, vous avez des protéines et de l'amidon. Et aujourd'hui, la demande de protéines augmente de plus en plus parce qu'il y a des gens qui souhaitent avoir une alimentation non basée sur la viande. Donc les protéines végétales augmentent fortement et l'amidon n'est pas utilisé, enfin il faut le valoriser. Alors aujourd'hui on fait du bioéthanol qui est aussi condamné à disparaître une fois que l'électrification des voitures sera en place, ou du carton. Donc en fait cet amidon, il faut lui trouver une application et c'est la matière que nous allons utiliser pour faire nos bioplastiques. Donc en fait c'était en Normandie qu'il fallait vous installer. Pour toutes ces bonnes raisons, c'est pour ça que vous êtes là. Oui, vous pouvez les applaudir, mais... Parce que nous, on crée les conditions, mais on se fixe aussi les conditions de la réussite et d'avoir les résultats. Et puis, la culture du suivi des entreprises. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de vous aider une fois, de voter un dossier en commission permanente, de suivre avec l'ADN. C'est d'être à vos côtés tous les jours, quand ça va bien et quand ça va moins bien. Et on va terminer par cette question qui est beaucoup plus générale. On l'a vu, vous répondez à des enjeux majeurs pour l'économie, pour l'innovation, pour l'environnement. Et on a un enjeu majeur à relever ensemble, évidemment, c'est continuer à avoir des métiers attractifs avec une génération qui revendique le fait d'avoir d'autres envies. Je ne sais pas si vous avez lu la presse récemment, les ingénieurs de l'automobile, de l'aéronautique, Cédric qui opine du chef, qui quittent leur emploi parce qu'ils ne veulent plus fabriquer de voitures par principe, parce qu'ils ne veulent plus construire d'avions par principe, parce que dans l'agriculture, et merci aux représentants des chambres, merci Clément d'être là, de la même façon, on doit lutter. Vous disiez, ils ne veulent plus manger
On est sur une autre ère d'alimentation. Bon, moi, j'adore le steak tartare, hein, tout va bien. Mais d'ailleurs, je plains certaines commentatrices politiques qui vraiment desservent l'action publique. Tout l'été, on a quand même eu des propos incroyables sur la façon dont on doit aujourd'hui se comporter. Sauf qu'on a quand même des changements d'acceptabilité. On parlait des citoyens sur l'implantation des entreprises industrielles. Comment on va manager ensemble cette génération qui arrive, hein, la génération Z, c'est celle qui a 25 ans aujourd'hui et moins de 25 ans, et qui vient nous challenger sur pourquoi et comment vous allez me donner envie de travailler dans votre entreprise, parce que c'est comme ça qu'aujourd'hui est posée la question. Alors, pardonnez-moi, hein, je vais faire une petite incise politique, mais vraiment, vous savez, à chaque commission permanente ou en assemblée plénière, j'invite mes collègues de l'opposition à redécouvrir le chemin de l'industrie. Parce que si on les entend parler, d'abord, on se rend compte que ça fait quand même un siècle qu'ils ne sont pas allés dans les entreprises, et d'avoir une vision qui ne sert pas vos activités et qui surtout desservent l'attractivité métier aujourd'hui en défendant une vision complètement décalée et has-been de ce qu'est l'industrie aujourd'hui. Alors cette génération Z, à tous les trois, je vous pose la question parce qu'elle est aussi en Normandie. Notre défi commun, c'est de garder cette jeunesse et de l'amener à travailler à nos côtés. Comment vous relevez le défi de la garder ou de la recruter? Valérie. Alors, dans nos entreprises, nous avons des anciens, des très anciens, puisque presque à la retraite, et beaucoup de nouveaux entrants depuis une dizaine d'années, qui sont formés souvent avec les anciens, je dirais, mais aussi avec peut-être, en tout cas à mon niveau, une autre manière de regarder ce qui se passe et de les accompagner. Moi, dans mon entreprise, aujourd'hui, j'ai une équipe de jeunes qui est rentrée il y a un peu moins de 5 ans. Et en fin de compte, j'ai travaillé avec un formateur, on peut appeler un formateur, qui s'appelle Vacom, sur le sens de l'humain. C'est redonner du sens à l'humain. Et le fait de redonner du sens à l'humain, c'est d'avoir des ambassadeurs qui ne sont pas les élus du comité d'entreprise, qui ne sont pas... Enfin voilà, ils ont voulu le faire, c'est sur leur temps à eux, mais c'est surtout de communiquer sur leur travail, certes, mais sur la vie de l'entreprise, sur ce qui se passe autour de nous, et d'amener des actions au sein de l'entreprise. Alors c'est particulier parce qu'il faut accepter de dépenser un peu plus d'argent pour des actions qu'ils veulent faire, mais en tout cas, ça permet de voir, parce que la génération des 25 ans, ils s'ennuient très vite. C'est-à-dire que quand ils ont appris un job, qu'est-ce que je fais après? Mais nous, on n'a pas tout de suite après. Donc ça nous permet déjà de leur faire des fois vie ma vie, le changer de poste et de se dire que le poste d'à côté n'est pas plus beau que celui voilà, où il est meilleur. Où Mais en tout cas, que ce que je faisais, c'était pas si mal. Notre difficulté, nous, c'est qu'on est quand même en 3-8 ou 5-8, dans des métiers fatigants, il ne faut pas l'oublier, qui sont quand même durs, mais on a aussi une chance extraordinaire. C'est que nos produits, on les voit à la télé, à la pub, ils sont magnifiques, ils sont... Voilà. Donc c'est de donner cette passion tout en ayant des métiers difficiles. Sur mes 25 jeunes qui sont entrés il y a maintenant 5 ans, j'en ai encore 23. Ce qui veut dire que si on a des actions en interne, il se passe des choses. Maintenant, il faut être beaucoup plus présent en tant que chef d'entreprise autour d'eux. C'est pas que le salaire, en fin de compte. Hein, c'est de prendre conscience de ce qu'ils sont, prendre conscience de leur envie, qui ne sont pas les mêmes que les miennes certainement, qui ne sont pas les mêmes attentes. Mais en tout cas, ça veut dire que je vais sponsoriser des raids en moto, par exemple. Parce que leur envie, c'est de faire le territoire en moto. Ça change totalement. Oui, mais merci de cette belle vision. Vous pouvez l'applaudir parce que... oui, parce que on entend beaucoup de choses négatives sur la jeunesse. Et on a une jeunesse incroyable à condition qu'on sache l'écouter, l'accompagner, lui donner les moyens de se former, d'autant plus quand on est dans des territoires difficiles. Alors Yann, vous, votre Nous, on a effectivement un slogan qui est « Faire aimer l'industrie ». On a vraiment un enjeu d'attractivité et de visibilité dans nos métiers. Hein. Ce n'est pas forcément les métiers qui attirent en premier lieu ou auxquels les jeunes pensent directement. Donc ça, c'est vraiment un sujet sur lequel on travaille ensemble avec la communauté, avec Normandie Énergie, avec différents acteurs.
Personnellement, au sein de l'entreprise, on essaye on le disait tout à l'heure, de travailler sur l'alternance pour la formation. On a une 50aine d'alternants chez FIV Nordon, avec un système de compagnonnage où justement on a les anciens qui ne sont pas forcément les chefs d'équipe, les responsables hiérarchiques, mais plutôt des gens qui ont à la fois la technicité et les valeurs à transmettre pour transmettre justement comment on dit, l'envie et mouiller le maillot et voilà, l'amour du métier. Donc c'est là-dessus qu'on travaille. Merci beaucoup. Frédéric. Oui, alors en fait, nous, un peu égoïstement, on n'a pas tellement ce problème. Alors c'est effectivement une génération compliquée, enfin plus compliquée que la Y ou la X, ou le baby boom qui était encore plus facile. Mais la Z, notre principal avantage, c'est qu'ils ont l'impression, enfin ils n'ont pas l'impression, ils participent à une action très concrète pour aider à résoudre le problème du réchauffement climatique, et ça les motive simplement de ce fait-là. Donc on n'a pas beaucoup de problèmes à recruter en fait. Les gens viennent par eux-mêmes. Comme quoi, quand on sort des dogmes, des postures politiciennes en dehors de la réalité de la vie et des enjeux de développement durable, eh bien, on trouve des solutions, et c'est en Normandie que nous les trouvons ensemble. Alors, merci de votre implication. Je vais vous proposer, avant d'accueillir nos orateurs de la journée autour d'Hervé, de prendre des questions dans la salle. Vous avez de la chance d'avoir 3 dirigeants qui incarnent chacun notre force en Normandie, petites et moyennes entreprises, la reprise d'activité, l'innovation industrielle. Si vous avez quelques questions, elles sont les bienvenues. Qui a une question? Ah, Patrick Chabert. Patrick. Et donc, merci. Avant qu'on se momifie totalement et que nous nous réchauffions avec du calva frictionné à l'ancienne. Oui, j'essaye de Patrick. rester au soleil. Donc Patrick Chabert, Rouen. La réussite économique normande démontre l'efficacité de l'échelon régional. N'est-il pas nécessaire d'envisager le plus rapidement possible une véritable loi de décentralisation? Ah ben bon. Moi, tu sais bien ce que j'en pense. Laissez-nous faire. Qu'est-ce que vous en pensez dans les relations que vous pouvez avoir avec les territoires versus État? On a très peu de relations avec l'État au final. On va en avoir par la DREAL pour être contrôlé, par l'inspection du travail pour être contrôlé, mais après, on n'a pas il n'y a pas d'échange. À part peut-être ce qui s'est passé post-Covid sur les investissements, sur Industrie 4.0 et autres, et encore, c'est un dossier monté par des chambres de commerce, mais pas d'échange. Non, écoutez, venant de l'étranger, j'ai pas beaucoup d'éléments. Je crois que c'était un prochain. Mais on a 2 régions. Enfin 3, oui, on a 3 régions, pardon. Et c'est effectivement surtout au niveau régional que les choses se décident. Je pense qu'il ne faut pas oublier l'échelon européen qui est quand même de plus en plus présent aussi pour tout ce qui est réglementation. En tout cas, dans notre secteur, c'est assez important. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, là, il y a monsieur. Présentez-vous. Monsieur le maire de Basneville, dans le pays d'Auge, d'Auzuléen. Grosse commune de 250 habitants et soutien de Sophie. Et ancien de l'administration de l'agriculture en France, c'est pour ça que je vais vous poser ma question qui est un petit peu technique. Monsieur, vous nous avez indiqué que vous alliez utiliser prioritairement du blé comme biosource. Je voulais savoir, je crois l'avoir compris dans ce que vous avez dit, mais j'aimerais que vous nous le précisiez. J'ai cru comprendre que vous n'alliez pas être réellement en concurrence avec les utilisations agricoles et alimentaires du blé.
y a-t-il, parce que dans cette région-là, on a aussi effectivement la production de bioéthanol, et il y a eu à un moment donné quelques petites discussions entre utilisation alimentaire et utilisation industrielle. Donc je voudrais savoir si cette question est réglée pour vous. Oui, alors en fait, si vous voulez, nous, on va quelque part se substituer aux applications non alimentaires de l'amidon. Aujourd'hui, l'amidon va essentiellement dans la production de carton et dans la production de bioéthanol. La troisième alternative pour cet amidon, c'est de faire du high fructose corn syrup, enfin wheat syrup, donc du sucre, mais c'est un sucre qui aujourd'hui est très décrié par rapport au sucre de betterave, parce qu'il a un effet addictif, c'est-à-dire que vous en mangez beaucoup plus avant d'être à satiété. Donc ce sucre, qui est le sucre que les Américains consomment majoritairement, a été développé en Europe, mais n'a pas beaucoup de succès, est en train de décroître. Donc cette application alimentaire-là est en train de disparaître. Mais par contre, le bioéthanol va également s'éteindre avec le temps, et donc c'est surtout ces volumes-là qu'on va utiliser. Dernière intervention. Oui, Éric Mallet de Rouen. Vous avez cité l'intérêt de mettre votre entreprise auprès du fleuve. Et pour un certain nombre de raisons, l'eau, mais les ports, je voulais savoir où en était le projet Aropa, c'est-à-dire la réunion des ports du Havre, de Rouen et de Paris. Oui, alors ça, je vais laisser quelqu'un de plus spécialisé. Mais elle est parfaitement effective et en plein développement. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on arrive à porter des stratégies, d'un côté avec Aropa et de l'autre avec les ports de Normandie que nous avons fédérés autour d'Hervé Morin et chacun des territoires partenaires de Cherbourg, Caen-Ouistreham, évidemment, et Le Havre, Dieppe. Enfin voilà, on a bâti un écosystème avec Aropa et notre propre structure régionale et Ports de Normandie. Donc les projets sont lancés et la région Normandie investit largement dans le domaine portuaire, ce qui permet de répondre aux enjeux industriels. Et d'ailleurs, parfois, on est un peu obligé d'investir à la place de l'État pour faire écho à la question précédente. Ah ben là, on est en plein dedans, là, ça y est. Voilà, chaque année, il y a un programme d'investissement, des plans pluriannuels d'investissement qui sont négociés stratégiquement pour répondre aux enjeux du territoire et de la France, puisqu'on a cette place stratégique. Merci beaucoup à tous tous. les quatre. La Normandie à l'économie conquérante.